la tête penchée en avant, les mains contre le talus, dans la posture d'un homme qui vomit. Je ne ressens pas de douleur. Quelque chose se détache de moi et tombe à mes pieds. Un morceau de chair rouge et flasque, est-ce de ma chair? Ma main. Les hommes tombent, s'ouvrent, se divisent, s'éparpillent en morceaux. Des éclats nous manquent, des souffles tièdes nous dominent. On entend des chocs de coups sur les autres. Leurs cris étranglés, chacun pour soi. Nous courons, cernés. La peur agit maintenant comme un ressort, décuple les moyens de la bête, rend insensible. Père, il fera Verdun, il fera la Marne. Il sera réformé à 70% d'invalidité, car Maurice Genevoix a été plus d'une fois blessé. Je suis tombé, un genou à terre. Dur et sec, un choc a heurté mon bras gauche. Il saigne à flots saccadés. Je voudrais me lever, je ne peux pas. Mon bras tressaute au choc d'une deuxième balle et saigne par un trou. Mon genou pèse sur le sol comme si mon corps était en plomb. Ma tête s'incline et sous mes yeux un lambeau d'étoffe saute au choc mat d'une troisième balle. Je savais raisonnablement que j'allais être tué, dit Genevoix, ouvrant grand les yeux devant tant de laideur et de beauté. Et ce n'est pas la moindre des émotions que de lire des lignes sur Genevoix écrites par Bernard Maris, qui était le gendre de Maurice Genevoix et qui nous a quittés cette année, en janvier 2015, tué comme les autres à Charlie Hebdo. C'est à moi de monter. Jour et nuit, il faut que l'un de nous deux soit là-haut. 12 heures Porchon et moi 12 heures. Je prends de 6 heures du matin à midi, de 6 heures du soir à minuit. C'est le matin. Violet se tourne et se déhanche pour racler derrière lui la boue qu'il ne peut pas voir. Et tout à coup, il glisse, ouvre les bras comme un noyé, tombe dans la boue durement de tout son poids. Il reste allongé sur le ventre, collé à la boue par le ventre. Les paumes à plat, la tête rejetée en arrière pour sauver son visage de la boue. Tu ne peux pas te relever? Il ne répond pas. Ses épaules tressautent bizarrement. D'une secousse, il roule sur le flanc, décolle son bras et s'appuie sur le coude. Alors je m'aperçois qu'il rit. Il rit silencieusement, convulsivement, la bouche grande ouverte. Enduit de boue, il disparaît, mêlé à la couleur du sol. Je ne vois plus que la tache claire de son visage, de ce visage qui sort de la boue et qui rit. Quand même, dit la voix de Violet. Il y a pourtant de quoi se marrer à force. On s'arrête. On entend battre son cœur. Le dos fait mal. On s'aperçoit que la boue vous enveloppe à présent les jambes, les deux jambes nues, et les glace. Elle a trouvé. Elle restera là, collée à la chair qu'elle a trouvée, pendant 6 heures. Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur, et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plume. Et ça, Albert Londres l'a fait pendant toute la période de la guerre. Ce qu'il ne pourrait pas emporter, il le ferait sauter. Tout était réglé à se mettre un genou devant. Le plan d'empoisonnement établi par leurs illustres chimistes était implacable. L'émission des gaz confiée à 6 compagnies serait intense, durerait 15 minutes, montre en main. Préparation des gaz, on l'a vu minutieuse, professionnelle, propagation et tout le désarroi et le malheur du résultat. C'est un lieu d'effroi que l'on croirait imaginé par le Dante. Il y fait lourd, étouffant. 2 ou 3 petites veilleuses qui ont l'air d'avoir peur d'éclairer trop y percent à peine une obscurité embrumée, très chaude, qui sent la sueur et la fièvre. La boue, les gaz, un ennemi qui semblerait innocent de loin, mais que tous ont raconté. D'abord ici, à nouveau Jean Echenoz. Or, on ne quitte pas cette guerre comme ça. La situation est simple, on est coincé. Les ennemis devant vous, les rats et les poux avec vous, et derrière vous, les gendarmes. C'est heureux tout de même de pouvoir déguster un thé fumant. En cette heure, le gré n'est pas si mal. Ce bref instant insolite est plus proustien que belliqueux et réfléchir à ce que peut être la littérature
dans un monde livré à la propagande, au massacre et au bourrage de crâne. Avant l'heure où l'été d'après-midi finissait, ils disaient en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table: on ne dirait pas que c'est la guerre ici. Voilà un homme, le prochain auteur que l'on va traiter, qui écrivait ces mots. Je suis accablé, je voudrais être mort. Il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d'assister impuissant à la faillite de la civilisation. Cet homme, c'est Romain Rolland. Romain Rolland qui est considéré comme l'un des plus grands humanistes de sa période, et en tout cas lors de ce conflit. Quoi ? Vous aviez dans les mains de telles richesses vivantes, ces trésors d'héroïsme. À quoi les dépensez-vous? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son dévouement magnanime? Faut-il que le plus fort rêve soit perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que les autres perpétuellement s'unissent pour l'abattre? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin, jusqu'à l'épuisement total de l'humanité? Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, le fait sans précédent, est dans chacune des nations en guerre l'unanimité pour la guerre. Et c'est comme une contagion de fureur meurtrière qui, ainsi qu'une grande vague, se propage et parcourt tout le corps de la terre. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser. Et brusquement, je la revois. Je la sens. Je l'entends. Et je la subis encore. Et j'ai peur. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans, dans des régiments de montagnards. Avec mon capitaine, nous sommes à peu près les 2 derniers survivants de la 6e compagnie. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa terrasse et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui coule en se balançant dans les bosquets de peupliers. Oui, mais tous les 2 ou 3 jours, il doit subir comme moi, comme nous tous. Et nous subirons jusqu'à la fin. On le retrouve ici, le Jean Giono qu'on connaît tous, celui qui nous a décrit et fait aimer le monde paysan, puisqu'on est avec les blés, on est avec cette métaphore du boisseau. Et on retrouve un homme absolument traumatisé par la guerre, qui, en 1915, sera au cœur d'une bataille atroce. Y a-t-il des batailles moins atroces que d'autres? En tout cas, celle-ci va le traumatiser définitivement, voyant ses amis mourir à ses pieds, voyant l'effet des gaz, subissant lui-même une lésion dite légère, en tout cas qui ne l'aura pas tué, du fait des gaz. Et il deviendra, comme tant de poilus, tant de soldats, un fervent pacifiste. Des milliers, des millions d'individus blessés dans leur chair, et vous le comprendrez aisément, c'est toute la civilisation qui perd pied. Et donc retour avec Georges Duhamel, dont on a déjà parlé tout à l'heure, pour terminer cette lecture, avec Georges Duhamel, puis Jean Guéhenno. Il faudrait savoir ce que vous appelez civilisation. Croyez-le bien, monsieur, quand je parle avec pitié de la civilisation, je sais ce que je dis. Et ce n'est pas la télégraphie sans fil qui me fera revenir sur mon opinion. C'est d'autant plus triste qu'il n'y a rien à faire. On ne remonte pas une pente comme celle sur laquelle roule désormais le monde, et pourtant, la civilisation, la vraie, j'y pense souvent. La civilisation n'est pas dans toute cette pacotille terrible. Et si elle n'est pas dans le cœur de l'homme, eh bien, elle n'est nulle part. Je dirais que j'ai conscience que mes amis sont morts pour rien. Pour rien. Pour moins que rien. Si ces millions de corps pourrissants empoisonnent l'Europe, si
La guerre nous a mis nus. L'excès même des malheurs qu'elle nous a fait souffrir a révélé en chacun, quel qu'il soit, un homme dénué, sans bien, sans intérêt, sans culture, sans patrie. C'est cet homme qu'il faut sauver. Je suis devenu professeur, je voudrais dire maître des écoles. C'est un magnifique métier. Oui, je suis devenu professeur. Je ne compte que sur les siècles pour que l'homme devienne enfin une bête intelligente et bonne. Mais j'y compte absolument. Absolument. Et alors, je ne pense qu'à souhaiter aux jeunes gens avec qui je vis d'avoir plus de chance que nous n'en avons eu. J'essaie de leur enseigner ce que je crois être le chemin de l'homme. J'essaie de leur enseigner ce que je crois être le chemin de l'homme.